1er octobre 1989. La destruction, des majuscules, galope sur les chemins de la terre. Nuit du 2-3 octobre 1989. Je note sans comprendre. J'étais penchée, accroupie au bord d'un trou, en train de laisser filer au fond un gros fil ou câble noir comme celui de mon radiateur électrique. Ce trou me semblait assez étroit comme un puits de sondage, et il était, semble-t-il, très profond. Ce fil, entre guillemets, électrique, était peut-être comme un détonateur pour faire une explosion sous terre. Je ne sais pas. Je faisais quelque opération. Est-ce que ce trou n'est pas mon écluse centrale? C'est pas. L'individuel et le général se mélangent. C'est peut-être cette foudre qui passe par mon, entre guillemets, écluse centrale. 4 octobre 1989, c'est une telle torture. Je ne sais plus comment continuer ça. Il faut continuer. 6 octobre 1989. RL trouve que notre âge est complètement absurde, mais que la transformation, T majuscule, est un peu effrayante. Comment cela peut-il être facile? Le passage d'aucune espèce à une autre aura-t-il jamais été facile? Ils voudraient tous que ça se passe comme au cinéma. Mais si ça se passe dans leur propre corps... Conversation avec Sujata. La fausse mère, l'incendie est partout. Ça te prenne. Oui, j'ai vu quelque chose cette nuit, mais je ne suis pas du tout, en italique, sûre de la qualité de ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Pas du tout, parce que c'était... J'ai vu quelque chose en deux parties. Et la première partie se situait avec la fausse mère et un faux Sri Aurobindo, probablement. Je ne veux pas insister sur cette première partie, mais cela se passait à l'ashram, mais c'était comme si Purna est tout à fait liée à cette fausse mère. Sujata. Oui, ça, je sais. C'est comme si Purna voulait mettre à mère, lui faire porter des chaussures à talonnettes, tu sais, comme en portent les jolies dames de Paris. Oui, Satprem riant, elle voulait que mère mette des chaussures avec des talonnettes. Enfin, peu importe. C'était la fausse mère. Purna était là. Il y avait un faux Sri Aurobindo que j'ai à peine vu. Enfin, cela se passait à l'ashram. Bon. Et alors, la deuxième partie dans ma conscience se passait aussi à l'ashram. Et comme la première partie était avec cette fausse mère, je reste beaucoup avec un doute sur la deuxième partie également. Ce n'est pour moi pas clair, comment dirais-je, du point de vue de l'authenticité de ce que j'ai vu, ni du sens aussi. Alors, la deuxième partie se passait, c'était comme un banquet ou un festin ou quoi. Il n'y avait personne, tout était préparé. Et j'avais l'impression que c'était en bas de l'ashram, comme dans la salle de réception, tu sais. Oui, mais je n'en sais rien. C'est peut-être parce que la première partie et la deuxième se sont suivies si vite que j'ai pensé que c'était à l'ashram, mais je n'en sais rien. Enfin, cela avait l'air comme ça. Oui, vous dites bien, cela vous paraissait la salle de réception. Oui, en bas. Oui, cela me paraissait tout à fait... si mon impression reste correcte, tout à fait comme la salle de réception. Et il n'y avait encore personne, mais toute la table était dressée. Et il y avait un incendie là-dedans. Oh! Tout était en feu, y compris le banquet, bien sûr. Et alors là,
j'ai vu mère qui passait, ce qui me semblait être mère. Mais je ne sais pas, tu comprends, parce que il y a cette première partie avec cette fausse mère qui était là, alors je reste, je ne sais pas quoi. Avec des doutes. Avec des doutes. Alors, mère passait. Il y avait cet incendie et je disais à mère, mais enfin, il n'y a pas d'extincteur. Elle me disait, oh, ce n'est pas la peine. L'incendie est partout. Et en même temps, je voyais dehors tout le ciel. Le ciel était comme quand il y a un incendie, tout gris-noir, comme quand il y a un incendie, n'est-ce pas? On ne voit pas toujours des nuages de fumée, mais on voit quelquefois le ciel est comme tout noir de suie ou de... Ce n'était pas comme la nuit. C'était comme un ciel de choses qui ont brûlé et, comment dirais-je, qui donne une espèce de teinte gris-noir à tout le ciel. Alors, tout ce ciel était comme un ciel gris-noir de fumée d'incendie. Donc, je disais à mère, il n'y a pas d'extincteur. Elle me disait, oh, l'incendie est partout. Et alors, elle transportait à la main quelque chose qui était précieux, semble-t-il, qu'elle cachait un peu, qui peut-être était des bijoux ou quoi, je n'en sais rien. Enfin, quelque chose de précieux. Parce qu'elle sortait, n'est-ce pas, de cet endroit. Elle sortait. Et après, elle me dit, c'est une répétition. Répétition au sens de rehearsal, n'est-ce pas? Oh! C'est une répétition pour vendredi quand je partirai, ou quand je sortirai, ou quand je partirai. Et elle sortait avec ces choses précieuses qu'elle cachait un peu. Elle sortait de cette salle de réception. Qui était dans l'incendie? Qui était dans l'incendie? Après m'avoir dit, oh, l'incendie est partout. Elle me disait, c'est une répétition pour vendredi prochain, quand je partirai, ou quand je sortirai, ou quand je partirai. Silence. Il y a une qualité authentique dans... Généralement, dans mes visions vraies, je fais une action. C'est toujours, je suis là, je fais toutes sortes de métiers, n'est-ce pas? Le coulis, le marin, le plombier, je fais toujours une action. Alors le côté authentique, c'est que je disais à mère, mais enfin il n'y a pas d'extincteur. Oui, tu comprends, c'est l'homme pratique qui était là. Elle disait, ce n'est pas la peine, l'incendie est partout. Et c'est à ce moment-là que vous avez regardé le ciel. À ce moment-là, j'ai vu tout ce ciel qui était gris-noir comme quand il y a un incendie. Mais la salle même de ce banquet ou festin ou quoi, qui me donnait l'impression d'être la salle de réception de l'ashram à l'entrée, ça, c'était en flammes. Et mère sortait avec ces choses précieuses qu'elle cachait un peu à la main, et elle disait, c'est une répétition pour vendredi prochain, ou quelque chose comme, oui, pour vendredi prochain, quand je partirai ou quand je sortirai. Je ne sais pas exactement, ou quand je m'en irai. Mais nous sommes vendredi. Ça ne serait pas aujourd'hui? Et je ne peux pas te dire. Tu sais, il y a des choses qui sont... Dès qu'il s'agit de temps, on ne sait plus. Oui, mais enfin, c'était une répétition pour quand elle sortirait ou quand elle partirait, voilà. Mais c'est vrai, l'incendie est partout. Oui. Ce n'est pas la peine, l'incendie est partout. Ça, c'était clairement dit. Silence. Mais c'était un incendie. Je disais, mais où est l'extincteur? Où il faut un extincteur? Silence. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y avait cette première partie qui est tout à fait dans les fausses mères, les faux Sri Aurobindo, ce qui règne à l'ashram. Oui. Silence. Mais c'était comme une grande table, je voyais des assiettes, des serviettes, comme pour un banquet, un festin ou que sais-je. Et puis des flammes là-dedans. Était-ce la salle de réception de l'ashram? Je n'en sais rien parce que les deux visions étaient si proches que
C'est la conscience matérielle d'ici qui voit les choses. Alors elle a très tendance à traduire selon sa compréhension matérielle d'ici. Oui, tu comprends. Mais en même temps, c'est ce qui donne l'authenticité de la vision. Oui, parce que la conscience matérielle, elle est très authentique. Toutes les autres consciences, cela peut être mélangé, cela peut être, sauf les visions de tout là-haut, là-haut. Alors il y a des choses éternelles et quand c'est vu, c'est suprême. Ça arrive une fois, 2 ou 3 fois dans une vie, n'est-ce pas? Bon. Mais autrement, tout le reste, c'est souvent mélangé. Mais ce qui est de la conscience tout à fait matérielle, c'est pur. Généralement, c'est authentique. C'est quelquefois énigmatique et pas très compréhensible, mais c'est pur. Voilà, c'est tout ma douce. Je voulais te dire ça. Je ne sais pas quoi comprendre. Ce que Mère essayait de cacher un peu, ces choses précieuses, oui. Ces choses ou cette chose, vous ne savez pas? J'avais l'impression comme ça de une chose précieuse. Parce que dans ma conscience, c'était un peu comme des bijoux, des je ne sais quoi. Vous n'avez rien vu. C'était peut-être comme un bol de cuivre, peut-être. C'était recouvert d'un mouchoir et elle transportait ça comme pour sortir ça de cet endroit ou de cet incendie ou que sais-je. C'était quelque chose qui était précieux. Oui. Silence. Elle fait un travail ignoble, cette fausse mère. Et un travail destructeur terrible parce qu'elle jette le doute sur tout. Elle jette le doute sur tout. Alors, est-ce que c'est mère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Elle fait un travail ignoble, cette femme, cette fausse mère. Évidemment, dans le plan divin, elle fait son boulot de tester la sincérité des gens, mais... Oui, je me souviendrai toujours de cette vision que j'ai eue il y a 4 ou 5 ans, qui m'a beaucoup troublée, et qui m'a troublée pendant des mois. Quand elle m'a dit, j'étais dans l'angoisse. C'était très difficile, vraiment, c'était... On passe son temps à mourir sans mourir, comme je l'ai dit, et je luttais pour tenir le coup. Et cette fausse mère est venue me dire... Sri Aurobindo n'est pas content que tu te condamnes à mort. N'est-ce pas, c'est très terrible de dire des choses pareilles. Parce que cela mettait un tel doute. Voyons, est-ce que tu fais le vrai travail? Ou est-ce que tu es en train d'aller à la destruction pour... C'est terrible, c'est pervers. Et ça m'a troublée pendant des mois. Oui, oui, Sri Aurobindo n'est pas content que tu te condamnes à mort. Parce que j'étais en train de me dire, eh bien oui, tu es en train de devenir infirme, tu es en train de... Et je luttais désespérément pour tenir, comme maintenant, quoi. Je luttais. Mais alors de me dire, Sri Aurobindo n'est pas content et tu te condamnes à mort, tu vas à la mort, n'est-ce pas? C'était... Et avec une assurance, hein? C'est ça. Oh oui, avec cette fausse mère, elle a un pouvoir. Oui. Enfin voilà, ma douce, elle fait son sale boulot probablement, mais... Mais enfin, cette deuxième partie, il y a quelque chose d'un peu authentique là-dedans. Oui, oui, c'est une répétition pour quand je partirai ou quand je sortirai vendredi prochain. Mais si mon souvenir est correct, si j'ai bien entendu, très spontanément, vous avez dit quand je partirai la première fois. C'est ce que j'ai dit tout de suite? Tout de suite. Oui, ce n'est plus clair maintenant dans ma conscience. L'idée est claire, mais les mots ne sont plus clairs. Oui. Silence. Ce qui était très clair, c'est l'incendie est partout. Ce n'est pas la peine, l'incendie est partout. Ça, c'est très clair et ça a l'air assez évident. Oui, voilà ma douce. Je
crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Tu sens quelque chose ou quoi? Non, je sens la vérité de l'incendie est partout. Oui, ça c'est très clair. Surtout dans l'Inde. Et puis un ciel gris-noir, tu sais, un ciel éteint, quoi, où il n'y a plus de lumière, sauf ce gris-noir. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. 7 octobre 1989. C'est un assaut de forces enragées, dans les plus microscopiques détails, accidentels entre guillemets. 8 octobre 1989. Écoutez ce matin le Gayatri Mantra chanté en sanskrit par Hermanta. Une grande déchirure de lumière dans notre prison. Et ce flot de l'âme, c'est de là que je viens, c'est là que je suis. C'est cela le cri de l'Inde. C'est l'âme qui crie. Nous sommes d'ailleurs. Que voit-il sur leur écran de télévision? À jamais je serai cette mouette qui s'envole par une lucarne. Cette prison terrestre doit être démantelée. Et la lumière, L majuscule, à jamais là, en italique. 9 octobre 1989. Il faut aller même quand on ne peut plus aller. 10 octobre 1989. Vijaya Dashami, jour de la victoire de Durga. Sujata voit, posé sur son bras gauche, son avant-bras, un bras en or fondu comme elle n'en a jamais vu. L'or supramental. Cet avant-bras d'or fondu recouvrait le sien, bien qu'un peu plus petit que le sien. Sujata pensait que c'était l'avant-bras de mère, mais quelqu'un, entre guillemets, lui dit que c'est l'avant-bras de Théon. Théon apparaît et dit à Sujata « Ce n'est pas moi, je n'ai plus de pouvoir. J'ai laissé tous mes pouvoirs » en italique. En tout cas, ce bras, ou cet avant-bras d'or fondu supramental, recouvrait l'avant-bras de Sujata. Le côté gauche est généralement le passé. Une victoire sur les forces du passé. Le bras égale une action ou l'action. Plus tard, Sujata a pensé que c'était la victoire de mère sur ce congrès indien de Rajiv Gandhi. Aussi, cela veut dire que Théon, ou ce qu'il représentait, s'est converti et a laissé tous ses pouvoirs. 11 octobre 1989. Je ne sais plus quoi faire. Dès que le corps entre dans cette foudre, tout le dos se tord, se déchire, les vertèbres se coincent, les tendons forment des crampes. C'est un amalgame de fer. Et cela devient de plus en plus ferrailleux chaque jour alors. Autrefois, je me disais un jour la résistance cédera. Et maintenant, je ne sais plus. On peut offrir sa douleur, mais est-ce que cela change quelque chose? Si encore on savait où était la résistance centrale. Mais ça a l'air d'être une résistance innombrable. Il y a ce point de charnière de la colonne vertébrale, sous les omoplates, un peu plus bas que les omoplates, qui donne une difficulté terrible. À partir des vertèbres lombaires, il semble que la difficulté disparaisse. Enfin, ça passe. Et alors, en 3 minutes, on remplit son dos de douleur pour toute la journée. Ce matin, j'ai abandonné au bout de 20 minutes.
On ne sait pas quoi faire. C'est cela la torture la plus torturante. C'est de plus en plus un mur de fer. Je pense de plus en plus qu'il faudrait un coup d'État en Inde pour liquider cette dictature de la corruption. C'est majuscule, mais ce n'est guère dans le tempérament indien, hélas. Après-midi, j'ai tenu pendant 50 minutes. Mais après, cette foudre, F majuscule, ne veut plus s'arrêter. Et je ne sais plus dans quelle position me mettre. Assis, debout, allongé sur le dos ou le ventre, marchant ou même à genoux, c'est une agonie déchirante. Que ta volonté soit faite. Que cette terre change. Que l'Inde redevienne le pays de la mer divine, Om. Soir. Le gouvernement de l'Inde sent aussi mauvais que le cadavre d'un rat. Mon corps, évidemment, à mesure que la vie rentre, la mort crie. Peut-être est-ce comme cela dans le monde aussi. 12 octobre 1989, on est entre deux mondes. Mais il n'y a aucun doute que laisser entrer l'autre monde ici est un supplice pour le vieux corps animal. Peut-être que cela s'infuse dans tout notre vieux monde animal. Autrement, ça ne vaudrait pas la peine. Indian Express, 12 octobre. La Chine adresse ses protestations à la Norvège. Pékin, le 11 octobre. La Chine a adressé des protestations officielles à la Norvège à la suite de l'attribution du prix Nobel de la paix au, citation, gangster politique, le Dalai Lama, rapporte mercredi The People's Daily. Selon le quotidien, l'ambassadeur de Chine à Oslo, Li Baocheng, a présenté lundi une protestation disant que le Tibet faisait indissociablement partie de la Chine et qu'aucun gouvernement ou organisation étranger n'avait un quelconque droit d'interférer. Citation. Le Dalai Lama n'est pas une personnalité religieuse ordinaire, mais un gangster politique qui a mené depuis longtemps des activités visant à détruire l'unité raciale et à diviser la mère patrie, dit-il. Le Dalai Lama, chef spirituel et temporel des Tibétains, a fui sa patrie en 1959 après un soulèvement avorté contre la domination chinoise et vit en exil en Inde. 14 octobre 1989. Bulletin d'information de la BBC. 14 octobre. La valeur des actions à la bourse de New York s'est effondrée dramatiquement vendredi dernier dans l'heure précédant la fermeture du marché. C'est la troisième plus grave chute dans l'histoire de Wall Street. Un brusque effondrement de confiance à la suite de la nouvelle du rachat manqué d'une importante société, une inflation importante et le déficit budgétaire expliquent cette chute brutale. Le dollar a également enregistré une chute sérieuse. Les économistes tentent de rassurer les investisseurs en arguant que la situation actuelle est très différente de celle d'octobre 1987 et que l'économie américaine est en bien meilleure santé qu'à ce moment-là. Nombreux sont ceux qui craignent une répétition du lundi noir de 1987 lorsque le marché rouvrira lundi matin. Cela dépendra beaucoup des réactions en Europe et au Japon d'ici là. La menace d'un virus programmé pour entrer en action le vendredi 13 octobre et effacer la mémoire de milliers d'ordinateurs a été écartée après que des mesures de précaution eurent été prises par les spécialistes. Cependant, certains ordinateurs ont été affectés en Suisse, aux Pays-Bas et à Londres, et leurs banques de données ont été effacées. L'origine du virus n'est pas connue.
leur énorme machine, E majuscule, M majuscule, c'est de la frime. Il suffira d'un chat qui passe et tout s'écroule. Le corps commence à mieux comprendre, à mieux suivre le mouvement respiratoire de cette foudre, comme des coups de bélier à travers le dos. C'est solide comme le pilon d'une négresse et fluide comme l'éclair. On comprend qu'il faut des milliers d'expériences difficiles pour que tout ne casse pas. Mais chaque fois, c'est sur le point de. Et chaque seconde compte. Je devrais dire chaque fraction de seconde. 15 octobre 1989. Terrible, terrible. Le sanskrit, c'est le son de l'âme.